Cher ami, c'est avec un immense plaisir que je participe avec vous à votre congrès, à cette conférence consacrée à un sujet particulièrement important et délicat, la prise en charge des douleurs thoraciques chez les patients atteints de cancer du poumon. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement mes amis, les organisateurs et le comité scientifique de leur confiance et les féliciter de la qualité du programme scientifique et de la préparation de cet événement. Les douleurs thoraciques sont malheureusement une complication fréquente chez les patients souffrant de cancer du poumon. Elles peuvent avoir de multiples causes, allant de l'extension tumorale à la pleurésie en passant par les syndromes paranéoplasiques. Ces douleurs ont un impact considérable sur la qualité de vie de nos patients et nécessitent une prise en charge adaptée. Nous savons tous que le cancer du poumon, c'est la première cause de décès par cancer dans le monde. Même avec le meilleur traitement disponible, la survie à 5 ans, après le diagnostic est d'environ 15%. Et d'environ 80% de nos patients meurent dans l'année suivant le diagnostic. La fatigue, la douleur, la dyspnée et la toux sont les principaux symptômes du cancer du poumon avancé et ont un impact important sur la qualité de vie. La douleur est l'un des symptômes les plus redoutés et probablement le plus pénible car elle a des effets débilitants, produisant également de la dépression et de l'anxiété. 90% des patients ressentent la douleur thoracique à un stade avancé de la maladie et sa prévalence globale est de 44%. La douleur résulte des effets locaux de la tumeur, d'une propagation régionale ou à distance, ou bien parfois à des syndromes paranéoplasiques. Un mauvais contrôle de la douleur cancéreuse est retrouvé dans 20 à 30% des patients. Il a été démontré qu'une intervention précoce, en soins palliatifs, y compris une bonne prise en charge des symptômes, améliore la qualité de vie et peut augmenter la survie. Les recherches récentes suggèrent qu'un mauvais contrôle de la douleur cancéreuse est un défi de la santé publique à l'échelle mondiale, souvent sous-optimal et secondaire à d'autres traitements liés déjà au cancer. De nombreux obstacles peuvent mener à une gestion inadéquate de la douleur, notamment les caractéristiques du patient, la pratique du médecin lui-même, l'accès au traitement. Une intervention précoce en soins palliatifs améliore notablement la qualité de vie et peut même augmenter la survie des patients. Pour définir la douleur, l'Association internationale pour l'étude de la douleur la définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles. La douleur est un phénomène subjectif. L'auto-évaluation régulière de l'intensité de la douleur à l'aide d'outils d'évaluation validés est la première étape vers un traitement efficace et individualisé. La douleur peut être aiguë si elle est inférieure à 3 mois ou chronique si elle dépasse 3 mois. La douleur cancéreuse peut être aussi classée comme étant soit nociceptive, soit neuropathique, en fonction du mécanisme de survenue de cette douleur. La douleur nociceptive est causée par des lésions tissulaires continues, somatiques ou viscérales. La douleur neuropathique, par contre, elle est causée par des lésions ou un dysfonctionnement du système nerveux central comme l'envahissement des structures nerveuses. Chez les patients atteints de cancer, la douleur physique est souvent aggravée par des facteurs psychologiques, sociaux et spirituels, associés pour contribuer à l'expérience de la douleur totale. Alors, quels sont les mécanismes et types de la douleur cancéreuse? La tumeur et des lésions tissulaires vont libérer des substances nocives qui vont stimuler les terminaux nerveuses périphériques des fibres afférentes primaires C à delta. La stimulation de ces fibres entraîne l'abaissement des seuils d'activation, le recrutement des nocicepteurs au repos et l'activation du complexe NMDA récepteur canal, ce qui conduit à une sensibilisation de la corne dorsale, aboutissant à la genèse et le maintien des douleurs. La douleur nociceptive est due à une stimulation des récepteurs périphériques, de la nociception.
Ils sont localisés au niveau d'un organe. Le système nerveux reste dans ce cas particulier intact. La douleur elle est déclenchée par un processus lésionnel, inflammatoire, ischémique ou par un stimulus mécanique par compression d'un organe, distension viscérale. La douleur somatique provenant de la peau et des structures superficielles sont généralement bien localisées, alors que les douleurs viscérales provenant des structures profondes sont moins bien localisées. La douleur neuropathique est causée par une lésion du système nerveux périphérique ou central. Les douleurs sont décrites de façon continue à type de brûlure ou de picotement, de broiement, de sensation de chaud-froid et de façon fulgurante et intermittente à type de décharge électrique. Alors comment apprécier le mécanisme de la douleur ? Ceci est essentiel car ça peut conditionner les modalités de prise en charge de la douleur. Cela implique plusieurs étapes importantes. D'abord, l'interrogatoire, écouter le patient, l'interroger sur ses antécédents, sur l'histoire de la douleur et sur les caractéristiques de la douleur. L'examiner, évaluer l'intensité de la douleur par l'échelle visuelle analogique, évaluer les conséquences psychosociales et demander éventuellement des examens paracliniques. La douleur peut être due à la progression de la maladie qui est conséquence directe de la tumeur maligne, essentiellement dans les métastases osseuses, par compression des structures neurales, l'atteinte pleurale ou viscérale. La douleur est décrite comme étant de nature sourde, constante dans sa présentation et progressive dans son intensité. La douleur augmente avec la pression exercée sur la zone touchée. La douleur continue, elle, peut être modérée au repos, mais peut être exacerbée par différents mouvements ou positions, tels que se tenir debout, marcher, s'asseoir. La douleur paroxystique, elle, représente un problème sérieux à gérer. Les douleurs neuropathiques comprennent les radiculopathies douloureuses, la plexopathie, dans les tumeurs de l'apex, la mononeuropathie, ou la neuropathie périphérique dans les métastases vertébrales, épidurales et intercostales. La douleur parfois peut être due au traitement lui-même, tel que la douleur qui est induite par la chimiothérapie, entraînant des paresthésies douloureuses distales et une perte sensorielle, surtout avec les alcaloïdes, le 20K, le cisplatine et le paclitaxel. La douleur peut être également induite par la radiothérapie. Souvent, il s'agit de plexopathie erratique, mais qui est plutôt à distance, décrite à 4 à 5 mois après la radiothérapie, qu'il faudra distinguer difficilement avec les lésions propres à l'invasion tumorale. Dans ce cas particulier, l'IRM a un rôle important pour préciser le diagnostic. Alors, quel est le traitement pharmacologique de la douleur ? Le chef de file de traitement pharmacologique dans les douleurs importantes, c'est les opioïdes. C'est le pilier du traitement des douleurs modérées à sévères. Il existe une grande variété d'options pour l'administration d'opioïdes dont la prise en charge de la douleur cancéreuse. La voie orale est la voie la plus courante, la moins invasive et la plus facile pour administrer les opioïdes pour la plupart des patients. Chez tous les patients qui peuvent prendre les médicaments par oral, cette fois doit être envisagée en premier. Le principal problème de la voie orale, c'est le fait que le médicament passe par un passage hépatique qui entraîne une biotransformation, et ce, avant d'entrer dans la circulation plasmatique. La dose de morphine qui est administrée par voie orale à un patient souffrant de douleurs cancéreuses est 3 fois supérieure à la dose nécessaire en intraveineux ou en intramusculaire, bien que la biodisponibilité soit très variable, allant de 15 à 65%. La biotransformation hépatique réduit sa concentration plasmatique. Ainsi, la dose orale est 3 fois supérieure à la dose intraveineuse ou intramusculaire. La morphine est le médicament le plus couramment utilisé dans le monde pour traiter la douleur cancéreuse. Sa demi-vie est de 3 heures, mais elle peut être portée à 12 heures dans les formes à libération prolongée.
Actuellement, nous avons à disposition du patient des formes également à action rapide qui vont agir rapidement, surtout indispensables dans les paroxysmes douloureux. Les présentations orales d'opioïdes à libération immédiate nécessitent environ 30 minutes pour agir. Nous avons également les analogues à la morphine, dans ce cas l'oxycodone, la méthadone, et les dormorphones sont des alternatives possibles à la morphine orale quand elle est inefficace ou quand on a un phénomène de résistance par rapport à la morphine. De nouveaux produits à base de fentanyl à action rapide sont également disponibles pour gérer les douleurs paroxystiques. En cas d'effet indésirable des voies intraveineuses, sous-cutanées et transdermiques sont également proposées. Alors, nous avons ici les analgésiques courants pour la douleur. Alors, en premier lieu, dans le premier palier, nous avons le paracétamol. Nous avons les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène. Après, on passe au deuxième stade, dans lequel on va rajouter soit la codéine, soit le tramadol pour avoir une puissance en analgésique plus importante. C'est le deuxième palier. Et si cela n'est pas efficace, on passe au palier 3. Et là, on utilise les opioïdes forts, essentiellement la morphine. La morphine qu'on utilise à la dose de 10 mg toutes les 4 à 6 heures chez les patients qui n'ont jamais reçu de morphine. L'autre également, les analogues de morphine, tels que l'oxycodone, les dormorphones, etc., peuvent également être utilisés également dans le traitement analgésique du palier 3. On peut utiliser également les antidépresseurs tricycliques, qui sont efficaces également dans les neuropathies, dans les douleurs neuropathiques. À côté de cela, nous avons également d'autres possibilités, telles que les anticonvulsivants, ou bien la prégabaline, ou bien la gabapentin, qui vont être utilisés également, qui agissent essentiellement dans les douleurs neuropathiques. D'autres médicaments qu'on peut utiliser, nous avons la sérotonine et les inhibiteurs de recapture de noradrénaline. Nous avons également les antagonistes des récepteurs NMDA et aussi les corticostéroïdes qui sont utilisés parfois dans certaines situations ils ont également, en dehors du fait qu'ils ont un effet anti-inflammatoire, ils peuvent avoir un effet antalgique. La voie intraveineuse, elle est administrée si jamais la douleur n'est pas contrôlée par une voie moins invasive telle qu'orale, essentiellement ceux ayant un accès veineux central. L'inconvénient majeur de cette voie est qu'elle est plus complexe à gérer, surtout à la maison, et nécessite une certaine expertise. La voie sous-cutanée peut être utilisée. Cette méthode simple d'utilisation consiste à insérer une petite canule en plastique sur une zone de la poitrine, de l'abdomen, les bras ou les cuisses et attacher la tubulure à une pompe de perfusion. Le facteur limitant de cette voie est le volume de liquide qui peut être injecté par heure. L'administration transdermique également de médicaments, c'est une voie d'administration très confortable. Pour les patients qui ne sont pas en mesure de prendre des médicaments par voie orale, on peut opter pour la voie transdermique qui va maintenir des concentrations plasmatiques et continues d'opioïdes. Dans ce cas particulier, 2 médicaments sont disponibles, le fentanyl et le buprenorphine. Ces systèmes ne sont pas adaptés à la titration rapide contre la douleur et conviennent mieux aux patients souffrant de douleurs stables, chez qui les besoins en opioïdes en 24 heures ont été déjà déterminés. Pour les douleurs d'apparition progressive, qui apparaissent environ 30 minutes et qui durent plus d'1 heure, la morphine orale est suffisante. Si les douleurs sont paroxystiques, apparaissant rapidement en 5 à 10 minutes, et disparaissent rapidement en moins de 60 minutes. Dans ce cas particulier, le fentanyl est un bon choix pour les opioïdes. On le donne sous forme de pastilles, de comprimés buccales ou un spray nasal. Il n'y a pas de consensus sur la dose appropriée lors de la prescription d'opioïdes d'action rapide. Il faut savoir que la titration de la dose la plus efficace
c'est elle qui procure une analgésie adéquate avec un minimum d'effets secondaires. Les antidépresseurs, au-delà de leur action sur la dépression, vont améliorer la qualité du sommeil, ils vont diminuer la perception de la douleur. L'efficacité a été essentiellement confirmée avec l'amitriptyline. L'effet analgésique des antidépresseurs tricycliques n'est pas directement lié à l'activité antidépressive. Il est généralement observé dans 5 jours. Les anticonvulsivants tels que la carbamazépine, la phénitoïne, le valproate et le clonazepam soulagent également la douleur dans les nombreuses affections neuropathiques, dans les douleurs neuropathiques périphériques et centrales. Il n'y a pas de différence mesurable dans le bénéfice analgésique des anticonvulsivants et des antidépresseurs. La gabapentin est un médicament très efficace dans les douleurs neuropathiques. C'est un médicament prometteur en tant qu'adjuvant à l'analgésie opioïde ou la douleur cancéreuse neuropathique. La prégabaline également dans le même sens s'est avérée être plus puissante et plus pratique pour le titrage de la dose. Les corticostéroïdes ils sont actifs sur de divers symptômes, y compris la douleur, l'appétit, le bien-être général et la dépression. Enfin, la kétamine, c'est l'inhibiteur de l'activité des récepteurs NMDA. À la dose de 2,5 mg de kétamine, ils sont administrés par voie intraveineuse. Ça produit une amélioration de la douleur auparavant incontrôlable chez la plupart des patients. Alors, en dehors du traitement pharmacologique, nous avons également le traitement non pharmacologique de la douleur. Une quatrième étape, nous avons au début 3 paliers, au début selon la classification de l'échelle analgésique de l'OMS, nous avons 3 paliers, palier 1, palier 2 et palier 3. Et c'est le dernier palier, c'est le palier 3 qui est constitué des opioïdes, des analgésiques centraux et puissants. Nous avons actuellement, l'OMS a préconisé qu'on peut avoir un quatrième palier qui va inclure la possibilité de faire des interventions analgésiques, interventions neurochirurgicales qui sont, par exemple, les blocs nerveux épidurales, les pompes, installation de pompes d'analgésie, le traitement par bloc neurolytique, les stimulateurs médulaires, etc. Et donc là, ça permet de pouvoir rajouter une autre étape et de pouvoir également descendre. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'étape 4 à l'étape 3, à l'étape 2 et à l'étape 1 si jamais on arrive à contrôler la douleur. Autre chose, il y a aussi le traitement oncologique de la tumeur. La radiothérapie et la chimiothérapie peuvent être utilisées plutôt dans un but palliatif, en combinaison avec les traitements pharmacologiques, rien que pour agir sur le symptôme douleur. Leur effet est difficile à apprécier en association avec les opioïdes. Par ailleurs, il y a la gestion psychologique, sociale, spirituelle de la douleur qui peut être un rôle important à ce stade où on n'arrive plus à proposer ni de traitement curatif et on a du mal même à donner un traitement analgésique efficace. On parle de concept de douleur totale qui va impliquer tous les aspects de la douleur physique, psychologique, sociale, spirituelle, et cela est reconnu dans la littérature. Alors, quelle est la conduite pratique de la prescription du traitement analgésique dans le cancer des poumons? La prise en charge du traitement, elle se fait par palier. C'est une approche par palier. Le traitement analgésique pour le soulagement de la douleur cancéreuse propose une approche par palier dans le traitement et la prise en charge des patients. L'étape 1 consiste à donner du paracétamol ou un anti-inflammatoire non stéroïdien. Si la douleur n'est pas contrôlée de manière satisfaisante, il convient de passer à l'étape 2 de l'analgésie qui comprend l'utilisation d'opioïdes faibles, généralement de la codéine ou de sulfate de tramadol. En pratique, les patients souffrant de douleurs intenses ont généralement besoin d'une analgésie de niveau 3. L'utilisation d'opioïdes puissants
Dans ce cas, la morphine, c'est le traitement de première intention dans l'étape 3. Mais il existe également aujourd'hui de nombreuses alternatives à la morphine. Il faut tenir compte des coefficients de conversion des doses en passant d'un palier à un autre. À titre d'exemple, quand on donne du phosphate de codéine à la dose de 30 mg, quand on va passer au palier 3, l'équivalent de ces 30 mg de phosphate de codéine, c'est de 4,5 mg de morphine. Et quand on donne 50 mg de tramadol, il faut en équivalence donner 8 mg de morphine. Le rôle des opioïdes dits faibles de deuxième échelon de l'échelle analgésique a été remis en question et il semble-t-il actuellement que cette étape pourrait être contournée en passant directement aux opioïdes puissants avec des doses équivalentes plus faibles. Chez un patient déjà traité par un antalgique de palier 1 ou de palier 2, la prescription initiale de morphine doit tenir compte des coefficients de conversion des doses entre les différents analgésiques. La titration ou réajustement posologique peut se faire soit en utilisant une morphine à libération immédiate toutes les 4 heures et en évaluant la dose des besoins, et on peut passer à une morphine à libération prolongée par la suite. Soit on prescrit d'emblée une morphine à libération prolongée associée à une morphine à libération immédiate. Il faut aussi assurer des interdoses de morphine, ce qui correspond au 1/10 ou 1/6 de la dose quotidienne de morphine LP nécessaire pour le patient. Et quand le patient ressent une douleur entre les doses de morphine qu'on donne toutes les 12 heures, dans ce cas, on donne une interdose qui correspond au 1/10 ou 1/6 de la dose quotidienne nécessaire. Par exemple, pour 10 mg de morphine à libération immédiate, est nécessaire quand on a un patient qui reçoit de 60 mg, donc un comprimé de morphine LP le matin à 30 mg et un comprimé le soir. À domicile, la solution de morphine à 2% peut être pratique. Il faut savoir qu'une goutte correspond à 1 mg de morphine. Les interdoses peuvent être prises toutes les 4 heures, c'est au besoin. Au-delà de 3-4 prises par jour, la posologie de la forme LP doit être réadaptée, soit en fonction des besoins exacts en interdose en calculant la somme des interdoses, soit en augmentant de 30 à 50% de la dose quotidienne qu'on donne LP aux patients. Les accès douloureux paroxystiques sont traités par une morphine à libération immédiate en privilégiant la voie orale ou le fentanyl. On peut également proposer une rotation des opioïdes. On change la morphine, dans ce cas particulier, parce que soit on a des effets secondaires, soit parce qu'on a un phénomène de résistance. La rotation est possible entre les agonistes purs en respectant les coefficients de analgésie. L'oxycodone de 10 mg correspond à 20 mg de morphine, et l'hydromorphone de 4 mg correspond à 30 mg de morphine. Le fentanyl, la dose de 25 microgrammes par heure, et ce qui est équivalent à 60 mg de morphine. En conclusion, le choix de l'analgésique est déterminé par l'intensité et le type de douleur, et non pas par la gravité de la maladie ni son stade évolutif. Une évaluation adéquate est nécessaire pour planifier un traitement réussi. La douleur peut être multifactorielle, elle peut nécessiter plusieurs analgésiques et une approche personnalisée. Notre objectif pour tous, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos patients, et non d'augmenter la durée de vie au détriment de sa qualité. Et je vous remercie.